Bonjour, alors merci à l'organisation, merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être ici. Merci de votre attention. Donc, moi, je vais vous parler, en fait, des politiques EDIA. Oh mon Dieu, c'est sûr, je vais l'accrocher. Des politiques EDIA en culture au Québec, et particulièrement par l'étude de cas de la plateforme radio-canadienne Tout.tv. C'est un projet que je cadre dans un projet de recherche-action qui s'appelle l'Observatoire des politiques gouvernementales pour l'équité, la diversité, l'inclusion et l'accessibilité en culture au Québec. Un projet qui est fondé en partenariat avec des organismes gouvernementaux subventionnaires comme le Fonds des médias, la SODEC, Conseil des arts et des lettres de Montréal, du Québec et du Canada. Donc, deux visées principales. Dans un premier temps, répertorier les programmes, faire l'histoire de ces programmes, de ces initiatives-là. Sur 3 paliers, donc municipal, provincial et fédéral. Et dans un deuxième temps, il s'agit de suivre un certain nombre de projets ayant bénéficié de ces soutiens et à la manière d'une mobilisation, co-construction des savoirs avec les artistes ou agents de développement de ces projets-là. Vraiment faire un peu un carnet de bord des bons coups et des moins bons coups de ces politiques et de ce qui reste à faire comme travail. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Donc, 2024 à 2030, c'est vraiment un projet qui est en développement. Donc, je vais partir, en fait, de cette idée, prendre un pas de recul des études culturelles et cinématographiques télévisuelles des plateformes pour parler un peu des théoriciennes fondatrices de la pensée intersectionnelle qui, depuis 2010, invite à une mise à jour des usages de leur théorie, donc de l'intersectionnalité, dans des programmes équité, diversité, inclusion et accessibilité. Donc ici, j'en ai mis quelques captures d'écran. Donc, Sirma Bilge, ici, Undoing Intersectionality. Donc, de là, j'ai tiré mon titre, défaire, en fait, les approches EDIA. Postscript aussi de Kimberly Crenshaw, qui est fondatrice de cette théorie. Donc, le blanchiment de l'intersectionnalité, etc., etc. Donc, selon elle, il serait primordial de se prémunir d'une vigilance critique face aux stratégies opportunistes ou au mieux à la co-optation, donc au sens anglophone d'une appropriation of something for a different purpose. Donc, qui sont loin de ces stratégies opportunistes, qui sont loin d'être investies dans une justice sociale transformatrice, mais qui utilisent le terme à tout vent, diluant ainsi l'échange politique entre les personnes travaillant au dévoilement des structures de l'inéquité de manière à opérer un changement concret pour les individus, les institutions et la société. Et ici, je paraphrasais Sirma Bilge. Suivant la montée en popularité de l'approche intersectionnelle dans le milieu académique, donc environ la fin des années 2000, début des années 2010, débute une période de transformation radicale pour le milieu audiovisuel canadien et particulièrement québécois. C'est l'arrivée des mesures incitatives pour la parité, la diversité et l'accessibilité en création. On a porté une lunette critique sur les stratégies EDIA utilisées en entreprise ou encore dans les milieux universitaires, notamment dans les embauches ou les cadres de financement de sa production académique. Mais qu'en est-il des politiques EDIA en culture? Donc, à la manière de ces travaux récents, ma recherche vise à interroger les programmes EDIA mis en place ici par Radio-Canada, qui est notre service médiatique financé par les fonds publics, et plus précisément leurs impacts concrets sur sa plateforme francophone Tout.tv. Est-ce que les plateformes numériques sont toujours le lieu privilégié pour déployer les stratégies EDIA des institutions dites traditionnelles? Donc, en brossant une historiographie des mesures et retombées de ces divers engagements depuis sa création en 2010, je veux démontrer que les liens entre le média traditionnel, donc ici Radio-Canada Télé, et sa plateforme, ici Tout.tv, se sont transformés au fil des années, passant d'espace test, pépinière à talent, à un outil de stratégie de diffusion et de contenu de qualité, des price content, pour le dire avec notre conférencière plénière de ce matin, dans lesquels les enjeux sociaux EDIA sont devenus incontournables, notamment pour les plus jeunes générations, que la Société radio-canadienne tente de fidéliser et qui bénéficierait, bien sûr, de la recherche de deux conférencières, plutôt Katharina Neymeyer et Christine Thaler, qui ont parlé également des jeunes publics et de leurs attachements aux séries. Ici, en fait, même je fais une petite parenthèse aussi avec ma collègue Maude, qui a parlé tout à l'heure de ce que pouvait le public. En fait, vous m'avez fait beaucoup réfléchir à Tout.tv qui a 2 volets, un volet payant et un volet gratuit. En fait, j'ai l'impression que votre séparation entre ce que le public veut
serait le volet gratuit, puis ce que le public... ce que le public veut serait le volet payant, et ce que le public a besoin serait le volet gratuit. On pourrait vraiment distinguer les productions de Tout.tv entre les shows populaires pour attirer des gens très blancs et hétéronormés, et la version qui est non payante, ou en fait les shows qui sont disponibles dans la version non payante comme étant, disons, ce que le public a besoin ou qui va dans cette stratégie-là de EDIA. Donc, voilà, déjà des choses qui sont ajoutées à cette recherche de par vos présentations. Donc, histoire des mesures EDIA au Québec. Dans un premier temps, la parité, c'est le fruit du travail d'un collectif sans pareil qui s'appelle les Réalisatrices Équitables et qui fait vraiment l'envie à travers le monde. Par la suite, à l'invitation du milieu militant, ils sont ajustés, les Réalisatrices Équitables, et ont commencé un volet diversité et inclusion à leur engagement. Par la suite, donc oui, ici, ça c'est les Réalisatrices Équitables. D'ailleurs, le PowerPoint, si vous intéresse, je pourrais le partager également. Et par la suite, est arrivé, après les enjeux pour la parité, donc depuis 2008, avec les Réalisatrices Équitables, est arrivé, voilà, on commençait à multiplier les engagements vers la diversité, ce qu'on appelait la diversité, l'équité et l'inclusion. Et aussi du côté de Réalisatrices Équitables, ici sur la droite, diversité devant la caméra. Donc, personnages vivant avec un handicap, appartenant à des groupes racisés, autochtones, issus des minorités ethniques, diversité sexuelle ou de genre. Ici, on a aussi la capture d'écran du comité diversité et aussi l'engagement en 2021 à l'ONF, l'Office national du film du Canada. Le diffuseur public canadien CBC, Canadian Broadcasting Company, Radio-Canada, rejoint le mouvement en 2018 avec une initiative visant la zone paritaire, une zone qui est 40-60, et plus tard avec un large plan d'action diversité et inclusion donc annoncé en 2019, mais qui allait débuter 2020 pour 2020-2025. Et c'est ça que je veux utiliser précisément. Et le grand plan, plus précisément, le grand plan intitulé Cap sur le succès, plan sur l'équité, la diversité et l'inclusion. Voilà. Ici, c'est 2022-2025, mais déjà des engagements en 2019. Donc, j'ai fait quelque chose que je fais pas souvent. Ma spécialité, c'est davantage l'analyse filmique, mais j'ai analysé un beau document de 30 pages et présidé par Catherine Tate, qui a vraiment passé une mauvaise journée aujourd'hui, je pense. Donc, après la lecture du document d'une 20aine de pages et d'un épluchage de ces tableaux, on découvre que le plan EDIA, donc qui est le sous-titre donné au nom du document, s'apparente davantage à une action de conscientisation en entreprise qu'un mouvement pour une création et représentation médiatique, équité, diversifiée et inclusive. Donc ici, je vous laisse dans le message qui débute le document. Donc, nous devons incarner la diversité de nos auditoires dans tout ce que nous faisons, y compris dans nos contenus et dans nos équipes. Nous allons nous assurer que ces groupes soient bien représentés chez nous, y compris à la direction, pour continuer d'incarner le Canada d'aujourd'hui. Donc ici, pourquoi est-ce que je vois davantage une représentation, une compréhension du terme représentation, représentativité, plus attachée à la culture d'entreprise qu'aux industries culturelles. C'est ici dans le tableau qui ont fourni, en fait, qui détaille 11 piliers. Donc, on débute avec contenu, on poursuit avec culture organisationnelle et finalement effectif. Donc, culture organisationnelle, c'est un peu la philosophie au sein de Radio-Canada. C'est un document en français, mais il est bilingue, bien sûr, ça s'applique à CBC Radio-Canada. Et finalement, effectif, bien ça, c'est précisément le recrutement à l'interne, donc culture d'entreprise. Ce qui m'intéressait davantage en tant que chercheuse, plus spécialisée, disons, en analyse de ce qu'on voit à l'écran plutôt que derrière l'écran ou même derrière les bureaux de Radio-Canada, je devrais dire, c'est la portion contenu, donc les 3 premiers piliers. Dans ces 3 premiers piliers-là, ici, on écrit « Exercer le leadership de Radio-Canada en matière de diversité auprès des partenaires de l'industrie ». Donc ici, un focus. Une deuxième édition de ce qu'ils ont appelé le baromètre de la diversité est en préparation pour une publication en 2020. Le baromètre, qui est pour l'instant confidentiel, mesure la diversité dans les diverses composantes de l'industrie, producteurs, réalisateurs, comédiens, techniciens. Bravo pour la féminisation. Ainsi que dans les fictions présentées à l'écran. Et ici, c'est vraiment, là, j'ai dit, ah voilà, je vais le trouver. Je vais taper, où est ce baromètre de diversité dans l'industrie télévisée? Il est nulle part.
C'est rare quand on cherche quelque chose sur Google qu'on a un résultat. Et ici, ça nous réfère au plan du tableau. Donc, le baromètre, même si on est en 2023, il est tellement confidentiel qu'il est introuvable. Après la lecture du document, on découvre, voilà, un plan EDIA qui s'apparente davantage à une action de conscientisation en entreprise qu'un mouvement pour une création et représentation médiatique, équité, diversifiée et inclusive. Donc, on a toute une liste de formations qu'on va donner aux employés de Radio-Canada sur équité, diversité, inclusion et accessibilité, mais aucun baromètre ou aucune analyse qui va nous présenter ce qu'on voit à l'écran, qui sont les protagonistes des séries télé, qui sont les journalistes qu'on voit à l'écran, qui sont les chefs d'antenne. Et ici, ils ont vraiment fait un travail, donc j'ai écrit Rêvons parce que ce serait vraiment le fun d'avoir un tableau comme ça, mais du côté de à l'écran. Donc ici, disponibilité dans l'industrie au sens de la proportion démographique de ces identités-là versus ce qu'emploie Radio-Canada. Donc ici, on est en 2021. Donc on est toujours du côté de l'effectif, on est toujours du côté des employés et pas des personnes à l'écran. Donc ici, j'ai fait un peu l'exercice, là je vous le laisse en mute, mais un exercice de comparaison entre la chaîne traditionnelle d'ici Radio-Canada, télé, et la découvrabilité de la programmation de sa plateforme Tout.télé. Donc là, ça va aller un peu lent. Je me suis enregistrée en train de regarder un peu. Donc en fait, c'est en date d'aujourd'hui. J'ai pris le 2 novembre, voir quelle émission et qui on nous montre à la télé. Donc vous allez voir, c'est pas mal homogène, à quelques exceptions près. Donc ici, à l'épicerie, où est-ce qu'il y a Myriam Fumiou. Mais c'est pour la diversité, disons, on repassera en termes de représentativité démographique du Canada d'aujourd'hui. C'est plus... Là, je vais passer... ici... Oui, voilà. Donc ça, ici, c'est l'engagement. Je vous rappelle, une personne issue de la diversité dans des postes clés, producteur, réalisateur, auteur, producteur, interprète principal. Et leur définition de la diversité, ça comprend les membres des minorités visibles, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de la communauté LGBTQ2+. Et ici, ça s'est tiré directement du Radio-Canada New Diversity Commitment. Donc, on va aller voir du côté de Tout.tv. Donc, ici, ça, c'est les têtes d'affiche de ce que je vous parlais tout à l'heure du Tout.tv Extra. Donc, ça ici, primeur extra. Ça, c'est payant, c'est 7 $, par mois. Ici, pas te mentir, ça, c'est disponible gratuitement comme nouvelle création de Tout.télé, parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même un catalogue qui est disponible gratuitement. On parlait tout à l'heure des plateformes qui ramassent nos données. Effectivement, il faut s'inscrire à Tout.tv et il faut donner beaucoup de données. Donc, est-ce que c'est vraiment gratuit? Faut peut-être considérer ça aussi. Donc, ici, je vous passe en revue donc, les onglets populaires en ce moment. Et on va arriver un peu plus bas dans... voilà, ça, c'est extra. Bon, ça va pas très vite, je suis désolée. Oui, j'avais du fun, hein, parce que c'est très lent. Donc, vous allez devoir me croire. C'est lorsqu'on arrive sur création ici, Tout.tv, qu'on commence à voir davantage de cette diversité. Et c'est ce que, en fait, ça répond un peu à ma question du début. Donc, pépinière de talent à stratégie de promotion EDIA. Donc, ici, ça devient un peu les deux. Et pour parler un peu de cette évolution, disons, dans l'histoire de Tout.tv, le cas de Féminin est vraiment intéressant. Donc, je vais vous parler un peu de comment Féminin a été créé et jusqu'à son arrivée sur Tout.tv. Donc, Féminin, voilà, ça c'est une capture d'écran. Donc, une recherche que j'ai faite dans le Canadian Journal of Film Studies, donc entre Price Content et puis dans ce que je vous parlais tout à l'heure, le Lesbian Multicasting. Donc, une comparaison entre les deux saisons. Donc, la série Féminin, c'est première saison 2014, deuxième saison 2018. C'est l'histoire du plus gros succès web récent en télé québécoise. Féminin compte 2 saisons de 8 épisodes, chacune d'une durée variant de 9 à 15 minutes. La première sort en 2014 sur le site web indépendant Let's Spread the Word, tandis que la deuxième voit le jour sur la plus grande plateforme québécoise de distribution web, Tout.tv. Pardon. Lors de la migration, il y a différentes implications de la série de la plateforme indépendante vers un espace numérique régi par la société d'État. Des changements formels et discursifs qui sont très importants et qui sont, je crois, évocateurs justement de ces possibilités EDIA encore sur la plateforme Tout.tv. Donc, la série Féminin, elle est créée par Florence Gagnon, fondatrice de LSTW.
C'est une organisation communautaire qui est créée en 2012 qui, je cite, se décrit comme « qui se consacre à la production de contenu par et pour les femmes lesbiennes. Elle vise, entre autres, à s'éloigner des stéréotypes véhiculés dans la société et à donner plus de modèles positifs. » Fin de citation. Donc, mis à part ces activités de sensibilisation pour la communauté et de ces rassemblements, l'organisation basée à Montréal depuis 2013 a un volet production culturelle, donc magazine éponyme ici à l'écran, production de pièces de théâtre, évidemment, et évidemment la production et diffusion de la série de fiction numérique Féminin. J'ai arrêté ma recherche en 2020, mais il y aurait certainement d'autres productions à nommer. En 2012, lorsque débute la campagne de sociofinancement de la série Féminin, le contexte de visibilité ou d'invisibilité des personnages lesbiennes dans la télévision québécoise est peu représentatif de sa société, autant au niveau quantitatif, donc il y a trop peu de personnages lesbiens à l'écran, que qualitatif. La plupart du temps, les personnages lesbiens sont secondaires à l'intrigue principale et leur rapport à la trame narrative se limite aux enjeux entourant leur sexualité, qui plus souvent qu'autrement est représentée comme débridée. Donc, lorsque LSTW diffuse le premier épisode de Féminin en janvier 2014, c'est du jamais vu. Féminin porte sur un groupe d'amies lesbiennes vivant à Montréal, 10 personnages principaux, tous des femmes lesbiennes. La première saison de Féminin attirera l'attention de nombreux internautes et obtiendra un succès critique dans la presse locale, mais également internationale. Mis à part sa première diffusion, son relais sur tout.tv, donc la saison 1 a été relayée sur tout.tv par la suite telle qu'elle. La saison 1 sera reprise par les plateformes web Studio 4, Amazon Prime, Hulu et à la télé traditionnelle sur France 4. La saison 1 émerge précisément dans les potentiels offerts par la conjoncture qu'Amanda s'appelait la Post-Network Era, à savoir le web comme technologie de distribution qui facilite l'accès à divers publics pour divers espaces, des recherches de financement multiples. Ici, je le montrais, le sociofinancement. Ils ont fait un party aussi, un grand rassemblement pour ramasser des fonds pour faire un pilote. Des technologies de production qui réduisent les coûts de production, qui permettent une rentabilité possible d'une série à petit budget, le web comme espace transmédial qui diversifie les modèles publicitaires et qui fait aussi converger les internautes vers la série ainsi que les publics de celle-ci vers d'autres contenus dirigés. Donc, à savoir que les personnes qui allaient sur le Spread the Word allaient voir Féminin ou les gens qui allaient voir Féminin pouvaient être redirigés vers l'organisme aussi. Donc, il y avait cette idée-là à la base. Donc, lorsque Féminin arrive sur tout.tv, oh my God! OK, vous allez devoir me croire sur parole, mais lorsqu'il arrive sur tout.tv, on voit déjà qu'il est commandité par Toyota. Après ça, sur le site de LSTW, à ce moment-là, la vidéo est plus disponible dans votre pays. Il faut aller la visionner sur tout.tv. Donc, alors que c'était une série qui était faite par un organisme à but non lucratif, maintenant, il faut passer par tout.tv. Je vais vous montrer en fait un extrait de la bande-annonce. Je n'aurai pas beaucoup de temps pour parler de la saison 2, mais je pense que je fais peut-être du sensationnalisme avec la bande-annonce, mais croyez-moi sur parole, ça se reproduit aussi dans les récits. Donc, je vous montre la bande-annonce de la saison 1 et tout de suite après, ce sera la bande-annonce, pas la bande-annonce, pardon, les opening credits de la saison 1 et de la saison 2. On n'est vraiment pas dans deux esthétiques qui se ressemblent. Donc, la saison 2 est téléversée sur tout.tv en 2018. Donc, elle arrive plusieurs mois avant l'annonce de cette politique
dite diversité, inclusion, EDIA. Et donc, il serait naïf de croire quand même que la programmation de féminin ne s'est pas faite en amont de cet engagement. Il y avait déjà cette vision-là. L'intérêt socio-culturel et économique de féminin pour la Société de Radio-Canada s'inscrit peut-être dans une tactique de programmation visuelle qui s'apparente à ce que Julia Enberg appelait le lesbian multicasting, qui se penche sur les programmations pour les publics lesbiens par les chaînes câblées, bon ici une plateforme, comme stratégie pour non seulement attirer différents publics de niche, mais aussi pour façonner une image de marque plus inclusive d'un réseau de télévision. L'enrobage commercial d'une esthétique visant à mettre en jeu des subjectivités lesbiennes dites que je mettrais comme adoucies dans la saison 2 pour le grand public, où on pourrait dire, j'hésite à dire hétéronormé, mais disons que on est dans des récits beaucoup plus classiques, romantiques, pour rejoindre un plus grand public qui est malheureusement compris, je pense, par la Société de Radio-Canada comme hétérosexuel et monogame. Ici, le premier extrait, on est dans une boîte de nuit, les femmes dansent, s'embrassent, boivent, fument, fixent la caméra sans sourire, l'air décontracté, désinvolte. Les représentations des images lesbiennes sont très diversifiées. Pas de son diégétique, seulement une bande musicale qui change pour chaque épisode, Lesbian on Ecstasy, Random Recipe ou Tegan and Sarah. Et pour la saison 2, pour la saison 2, on est vraiment dans des couleurs beaucoup plus pastel. On cesse l'alternance de bandes musicales pour une musique électronique plus douce, plus douce. C'est plus des visibilités de corps, mais plutôt une animation en deux petits rectangles avec un petit rond. Ces formes semblent représenter une figure humaine qui se rassemble pour faire un cœur qui bat, pour former un symbole d'addition, de division, de multiplication et finalement devenir les 4 lettres I de féminin. Registre pastel, à savoir qui ressemble davantage au générique d'émissions de service qui étaient à l'origine destinées aux femmes à la maison, plus qu'à la jeune communauté lesbienne montréalaise. Une autre différence fondamentale entre la saison 1 et 2, c'est le rôle narratif accordé aux séquences de documentaires que je n'aurai pas le temps de vous parler ici. Donc, on avait vraiment une réflexion puis un registre qui était beaucoup plus... qui venait davantage, en fait, de la télésérie queer que de représentation lesbienne et homosexuelle dans une perspective peut-être plus hétéronormée. Voilà, pour le reste, vous devez me croire sur parole. On était dans l'inaccomplissement de soi et dans la saison 2, on semble vouloir régler tous les problèmes et les échecs queer, pour le dire avec Albert Stamm. Donc, on n'est vraiment pas dans le même registre narratif. Finalement, pour pas tout enlever à Tout.tv, il y a quand même des choses vraiment intéressantes qui se passent sur Tout.tv et je vous laisserai avec ça. Puis après ça, on va aller prendre le vin, donc je vais vous laisser quand même sur des images et de la musique. Donc, il y a vraiment aussi des très belles choses qui se font sur Tout.tv, notamment Amour d'occasion d'Eva Kabuya, donc 2020. Donc, ce que j'essaie de voir, c'est en fait l'idée de la migration de féminin, qu'est-ce qui s'est passé comme, disons, stratégie opportuniste, et finalement, peut-être qu'ils sont en train de comprendre, en fait, comment mieux intégrer ces personnages-là à l'écran. Donc, ici, Eva Kabuya, 2020. Je vous montre un extrait de ça, c'est la bande-annonce. Pour 1 minute. J'ai-tu 1 minute? Ouais. OK. Alors, si vous avez une série à voir, c'est celle-là. Un mélange entre À Saint-Henri le 5 septembre, Bonheur d'occasion, Do the Right Thing. Toutes ces influences se retrouvent dans une même série qui est absolument magnifique. Finalement, qu'est-ce qui reste à faire ou en fait comme des suggestions, provisoires pour une meilleure application de leur valeur EDIA.
Donc, nous donner plus de chiffres plus précis pour comprendre les différences entre les productions de la télévision classique versus les plateformes et leur transformation rapide. Les chiffres qu'on nous donne, même en termes d'effectifs, c'est toujours en bloc Radio-Canada. Il n'y a pas de distinction entre sa plateforme et la télé classique. Tenir compte des dernières avancées en recherche-action sur les réussites et échecs des programmes en EDIA. On a vu notamment où, en fait, il y a de plus en plus de recherches qui montrent que des formations, en fait, multiplier le nombre de formations EDIA auprès du personnel peut même en venir à aliéner plutôt que de rallier les participants à une cause. Donc ça, ici, il faudrait voir si ça s'applique également à ce qui se passe à Radio-Canada. Réfléchir à la place des artistes et personnes travaillant en culture bénéficiant des politiques EDIA face au phénomène de la Schtroumpfette. Donc, le capital EDIA vient sur le groupe de travail qui est déjà là et qui est déjà majoritaire, alors que la pression vient sur la personne qui doit représenter toute sa communauté aussi. Donc, juste nuancer et voir, en fait, aller à la rencontre de ces personnes-là qui bénéficient des politiques EDIA au sein de Radio-Canada. Revoir la notion de représentation, comme je le disais tout à l'heure, qui tient davantage de la culture d'entreprise que pour des entreprises culturelles qui travaillent dans de la représentation, de la monstration. Et finalement, développer la branche de recherche EDIA en culture afin de voir comment les histoires et leurs prises de mesures respectives informent la recherche sur les approches intersectionnelles en culture, mais aussi à l'international. Et là, j'ai terminé. Merci. Oui, je suis désolée. J'ai empiété sur mon propre temps, moi. Fait que j'en prends toute la responsabilité. Je suis désolée. Moi, peut-être ma première question, ce serait surtout ce que tu viens de mentionner, la question de la représentation. Comment est-ce qu'on peut se passer de ce concept qui attire beaucoup les regards et les recherches? Parce que par exemple, si on voit ce que Greta a présenté, ce que Maud a présenté, on parle beaucoup, on se questionne beaucoup sur la représentation. Est-ce que c'est le point de départ voilà, pour faire ce genre de réflexion? Est-ce que dans ce que tu as vu, Féminin ou d'autres séries, il y a aussi quelque chose de l'ordre du langage, de l'esthétique qui nous ferait entrevoir d'autres possibilités pour comprendre s'il y a un mouvement vers le progrès, si on peut parler de progrès? Ouais. Ben moi, en fait, à la base, c'est même juste... C'est que la représentation. Ouais, ben en fait, cette recherche-là, elle s'adresse aux personnes qui écrivent ces programmes-là, en fait, à la base. Après ça, moi, j'ai fait de la recherche sur féminin, où est-ce que je suis allée voir vraiment précisément une analyse textuelle, en fait, une analyse filmique plutôt. Moi, c'est vraiment juste, en fait, de penser à nous fournir ces chiffres-là. Il y a tellement un gros travail sur les gens qui travaillent derrière la caméra, mais devant la caméra, c'est super important. Ils ne peuvent pas ne pas être au courant de ça. Donc, est-ce que c'est parce que c'est trop compliqué? Ah, mais on voit dans des universités, Stéphanie est là. Allô, Stéphanie a fait un travail de fou avec justement des gens qui calculent le nombre de représentations et même le temps d'écran. Là, j'en demande pas autant. Juste donnez-moi, en fait, les têtes d'affiche de toutes les séries originales Tout.tv. Juste ça. Juste voir, en fait, ça représente quoi à ce niveau-là. Puis, je veux dire, les réalisatrices équitables l'ont fait. Gina Davis, If She Can't See It, She Can Be It. Au niveau aussi, tout ce qui est le contenu jeunesse, j'en ai même pas parlé, là. Mais il y aurait aussi à ce niveau-là faire le travail. Donc, c'est cette utilisation du mot-là représentation qui m'a beaucoup surpris. Puis, je me demande qui écrit ces programmes-là et où est le baromètre, surtout. Ouais. Merci Julie, c'était super intéressant justement cette question de baromètre. J'allais te demander, est-ce que tu as écrit à Radio-Canada pour avoir des réponses? C'est une très bonne question. En fait, j'ai fait... je suis partie de l'article que j'ai écrit sur Féminin pour, après ça, prendre un pas de recul puis vraiment aller voir... Tu sais, quand j'entends justement Sirma Blige, même Kimberly Crenshaw, qui reviennent sur leur politique puis disent « Ah, attention, là, c'est peut-être opportuniste, vous l'utilisez peut-être de la mauvaise façon, puis ça nous amène pas vraiment à l'action. » Moi, je vois placarder dans... Tu sais, naturellement, mon algorithme me fait juste m'envoyer des articles de journaux sur « Téléfilm Canada atteint la parité. » Puis là, les réalisatrices équitables font comme « Non, mais attends, là, c'est pour l'enveloppe budgétaire, non. Pour le nombre de projets, oui, mais on a toujours encore les plus petits budgets. » Fait que là, il y a des gens qui amènent des nuances aux gros posters, aux statements qu'on met sur des posters pour dire qu'on a réussi quelque chose. Et puis, là, après ça, je prends un pas de recul, puis c'était vraiment la première fois que je regardais le tableau. Et c'est ça, je suis rendue là.
En prenant un verre de vin, j'appelle Radio-Canada. Mais oui, je voudrais voir, en fait, ils sont pas aussi fermés que Netflix, mais il faudrait voir aussi qui travaille sur ces projets-là. C'est des gens déjà qui étaient là à l'interne? Est-ce que c'est un comité de personnes qui travaillent à la télévision, de comité de pairs qui changent tout le temps? Tu sais, réalisatrice équitable est du moins plus transparente à ce niveau-là. J'aimerais ça savoir, qui écrit ces piliers-là. Ouais, voilà, parce qu'ils sont pas signés. Non. Ouais, ils sont pas signés. Ouais. Merci. Une dernière question. Merci pour cette présentation, c'était vraiment très intéressant. On a beaucoup de choses à discuter. En fait, dans ton projet pour le moment, est-ce que tu regardes donc justement ce dont tu viens de parler, les têtes d'affiche et comment est-ce que le contenu diversité est promu sur la plateforme? Ben, j'aimerais beaucoup faire ça. Tu sais, la vérité, c'est que l'Observatoire, c'est comme... C'est un projet vraiment pas dans le concret parce qu'il y a une personne qui travaille dessus, puis c'est moi, sans financement. Donc, l'idée, ce serait de le faire à l'échelle que je peux le faire. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas non plus... je trouve ça très difficile la manière dont la recherche universitaire est financée. Tu sais, je l'ai mis au début, je suis chargée de cours, j'ai fait des post-doctorats, je peux pas en faire plus que ça, maximum de 2. Puis je voudrais la faire, cette recherche-là, puis j'ai l'impression qu'elle me file entre les doigts parce que j'ai pas les ressources. Puis je peux pas appliquer pour du financement pour la faire. Mais je la fais à mon rythme, puis c'est ça, je suis rendue là. Mais je m'inspire des collègues qui font un peu la même chose. Je vais regarder les méthodologies aussi. Là, je parlais, Steph, elle va dire arrête de parler de moi, mais elle fait un travail énorme, puis je m'inspire de sa méthodologie, de son côté, pour le faire à l'échelle que moi je peux le faire. Mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est pas si imposant que ça, là, le catalogue, c'est quand même. C'est pas Netflix, là, mais ouais, c'est l'idée des têtes d'affiche, puis après ça, il y a des écueils à ça, parce que tu regardes juste les têtes d'affiche, peut-être que tous les personnages secondaires, tu sais, on le sait quand on fait de l'analyse filmique, il n'y a pas juste les têtes d'affiche qui comptent non plus. Fait en faire d'une façon qui pourrait me permettre rapidement de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis imaginez si j'arrivais à Radio-Canada puis que j'avais un baromètre fait pour eux. C'est ça le rêve, en fait. C'est ça, je suis à l'étape du rêve, mettons. Ouais. Merci.